ensuite, tu vas hypothéquer ta carrière à l'armée. Et puis ensuite, la possibilité d'arriver à un poste un jour, etc., est déjà bouchée, alors que le gosse a 15 ans. À 15 ans, vous avez déjà fini votre vie et vos rêves, vous pouvez déjà mettre un bémol. Donc, il y a un moment, il faut tirer la sonnette d'alarme. Vous connaissez peut-être le projet ADO, A.D.O. Eh bien, c'est un projet pour apprendre, dépassionner et objectiver, et surtout pour éviter de tomber dans la grande délinquance pour certains Olim Hadashim qui ont beaucoup de difficultés à s'intégrer. Programme de formation, de prévention mis en place par Bernard Zanzouri, que vous connaissez bien. Bonjour Bernard. Bonjour Cathy. Et secondé par Sarah Usan. Bonjour. Bonjour Cathy. Alors, je vais quand même présenter vos activités, parce que c'est vrai que parfois on connaît les gens, mais en fait on les connaît pas du tout, parce que Bernard, vous avez plein de casquettes. Ma femme me le dit tout le temps. Ouais. Mais voilà. Donc vous êtes fondateur bien sûr du projet, mais vous êtes aussi un conseiller pour la fondation Yael. C'est une fondation européenne qui en fait distribue des fonds pour certains projets pédagogiques qui ont été choisis par vos soins. Tout à fait. Voilà, donc c'est pas mal quand même. C'est sympa. C'est bien de vous avoir sous la main. Voilà, exactement, d'être copain avec vous. On ne sait jamais, ça peut aider, mais je crois que bon, c'est pas ça qui marche pour choisir les projets. Ça peut, hein, vous savez, des fois, on en parlera. On en parlera plus tard. Bon, alors, finalement, vous avez décidé, après le Corona, de monter un nouveau projet. Donc, c'est projet ADO pour éviter que les adolescents, même les préadolescents, s'enfoncent dans une réalité qui ne correspond pas du tout. Alors, Cathy, vous avez tout à fait raison. En vrai, je n'avais pas besoin de retourner un peu sur le terrain, même si je garde toujours un pied, parce que j'ai beaucoup d'activités, ça me prend beaucoup de temps. Mais d'un autre côté, la période Corona m'a vraiment inquiété. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que je rencontre de plus en plus de parents, de plus en plus de jeunes qui ont été déstabilisés par cette période, qui les a poussés un peu vers la rue, vers l'habitude de ne pas aller à l'école, ou de ne pas retourner. Ouais. Oui, vers l'oisiveté, et puis vers le fait que finalement, on arrive à s'arranger. Même sans école. Et finalement, ça a poussé, si vous avez suivi un peu la période du Corona, même pendant la première période du confinement total, les ados, par exemple, les jeunes se voyaient en cachette, se voyaient sous le manteau, dans les porches des maisons, etc. Parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Mais aujourd'hui, on va payer l'addition bientôt. Et donc, je suis sorti un peu de ma réserve en disant ce que je faisais il y a encore quelques années, toutes les formations, les ateliers et tout. Il va falloir remettre ça au goût du jour. Mais je vieillis aussi un peu, et donc j'ai pensé qu'en appelant Sarah, qui est sur le terrain tous les jours, qui fait un travail extraordinaire, on allait pouvoir faire quelque chose à deux de sympa. Voilà, alors Sarah, vous êtes proyectorite à Hedera, c'est-à-dire que vous vous occupez de l'EIA de France dans la ville de Hedera. Vous êtes également coordinatrice des Olim de France au sein de la Pnimia Ben Yakir à Kfar Haroé, entre Hedera et Netanya. Donc vous êtes en plein sur le terrain. Pourquoi ça vous a interpellé ce programme, et pourquoi vous avez voulu y participer? Simplement parce que je suis confrontée quasiment tous les jours au problème des ados, et que c'est vrai qu'il y a un moment où on se dit c'est révoltant, quoi, parce qu'on a envie d'aider. On peut être clair sur ce que c'est que ces problèmes des ados. De quoi on parle exactement? C'est vaste. Il y en a beaucoup. Je te laisse la parole. Alors, venez, on ne va pas tout de suite vers la marge. Non, mais on va aller même dans des parle. problèmes de tous les jours, d'accord? Un ado, comme vous le savez, c'est un bonhomme qui quitte un peu ses repères d'enfant, qui doit attraper des repères d'adultes. Ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Mais pendant cette période-là, il est fragilisé, d'accord? Il doit faire des adaptations. Si vous rajoutez à ça qu'il est Olé Khadash et qu'il est monté avec ses parents, c'est-à-dire qu'il a dû perdre déjà ses repères communautaires, sa communauté, sa bande de copains, sa petite copine peut-être, etc., et se refaire un nouveau monde ici, plus une nouvelle langue, ça fait énormément de pression sur ce jeune. Il peut avoir, pour l'instant, on n'est même pas dans la préadolescence, même il peut avoir 8 ans, 10 ans, on va lui demander, il va apprendre la nouvelle langue, il va essayer de s'adapter. Et puis, il ne connaît pas ce pays. Il a pas de repères. Ses parents sont le nez dans le guidon, ils sont en train de chercher du boulot, ils sont en train d'aller à l'Ulpan, des fois ils voyagent en France. Qui intervient ici et qui est capable de donner une réponse à toutes les questions qui vont se soulever et à toutes les problématiques? Alors, mais ça c'est vrai, on en a beaucoup entendu parler. C'est vrai pour ça. Tout le monde. C'est vrai, ce sont des questions qui sont importantes. Ça a beaucoup été dans le débat public, mais là, on a l'impression d'après ce que j'entends de vous, qu'un pas a été franchi, que vraiment
Un pas été Il y a franchi, des choses plus graves mais qui se passent. le pas d'avant aussi était mal connu. C'est-à-dire, il y a par exemple un mythe qui est « Oh, l'enfant va arriver au bout d'1 an, 2 ans, il a rattrapé ». C'est faux. Un enfant qui arrive en Israël, etc., des fois au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, il y a des enfants à Netanya, il y en a à Ashdod, il y en a à Khedera, qui 6 ans après, 7 ans après, ils ne parlent pas encore bien l'hébreu, ils n'ont pas encore toutes les armes pour se débrouiller. Donc déjà, il faut connaître la réalité du terrain. C'est un processus qui prend du temps, il y a besoin d'être aidé beaucoup. Et avec tout le boulot que font les associations, et des associations comme Kalita et tout, qui est un boulot extraordinaire, il y a encore beaucoup de domaines où il faut intervenir. Alors, quels sont les dangers Les dangers, elle se dit, il ne me répond pas à ma question, oui. elle a raison. Non, ouais. Non, le vrai danger, il est comme ça. C'est que la rue et les gens qui sont dans la rue et les jeunes qui traînent des fois, les jeunes qui ont quitté des fois un peu l'école, etc., intègrent beaucoup mieux, et c'est dommage, que les écoles et que la société israélienne dans son ensemble. Ok, ça veut dire que des jeunes adolescents qui auraient des problèmes d'identification avec la société israélienne, de repères, etc. Ils en ont toujours, naturellement, puisqu'ils sont dans un processus d'apprentissage, bien effectivement. sûr. Donc, se retrouvent dans la rue et ont des mauvaises fréquentations et peuvent se faire entraîner dans des affaires pas très nettes. Pas très catholiques, non, pas très nettes. Moi, je vois, notre principale difficulté, c'est de les maintenir au sein de la structure scolaire et de leur faire des journées longues. C'est-à-dire qu'on a compris que pour les empêcher de traîner dans la rue et justement de se faire embarquer, on leur fait des journées longues avec des activités, des chougim. On essaye vraiment de leur remplir leur journée. Et c'est vrai que le système de Pnimia, alors ça fait peur aux Français, mais la Pnimia Tiom, par exemple, où ils sont quand même externes et où ils arrivent, ça leur permet de moins traîner dans la rue où ils peuvent être facilement happés. À quoi sont-ils exposés quand ils traînent dans la rue ? Parce qu'après tout, tout le monde ne devient pas un voyou. Non, pas du tout. Parce qu'on traîne, C'est d'ailleurs même pas obligatoirement ma peur. C'est le soft qui me fait peur. C'est quand justement la pente a des allures de terrain plat. Au début, ils vont rencontrer des gosses qui vont leur dire viens, on fait un poker un peu le soir, on va boire une bière, on traîne. Et la société israélienne est plus permissive parce qu'elle considère qu'à 12, 13 ans, le gosse est déjà un peu ado. Donc on les laisse. C'est une perspective qu'on n'avait pas du tout en France. Mais pour un jeune Français qui vient d'arriver, etc., c'est nouveau. C'est complètement nouveau. Là-bas, il avait au Tsar Torah jusqu'à 6h ou 7h le soir à l'école qu'il tenait. Les parents venaient le chercher en voiture, le ramener à la maison. Et là, il s'aperçoit que la rue, on peut se balader en Israël sans être en porte-à-faux ni avec les ordres de ses parents. Alors, il suffit que les parents aient un peu le nez dans le guidon et lâchent un peu les rênes ou essayent de moins contrôler pour l'Israël un peu, pour essayer de ne pas l'empêcher de s'assimiler. Et là, et s'intégrer comme il le faut. Et là, il va rencontrer des gens qui, eux, ont un autre agenda dans la tête. Par exemple, il y a des gosses qui ont quitté l'école et qui vont leur dire « Oh, tu sais, tu peux ne pas aller à l'école. Ici, tout le monde s'en fiche un peu. On va pas te courir derrière. Hein, ça... » Or, c'était pas un truc en France. Tu avais 1 heure de retard. Il y avait la conseillère qui appelait ta prof et la police au bout de 12 heures. Donc, c'est pas du tout le même système, la même compréhension. Le vrai problème, c'est que les enfants qui sont dans la pente, et nous on en rencontre, et qui sont en train d'aller dans le mur, se rendent pas compte du tout. Et quand tu leur parles, ils disent « Oh, je fume un peu, oh, je bois un peu, mais ça va, je suis en contrôle. » Enfin, moi, personnellement, si tu me demandes, au sein de la Pnimia, d'ailleurs, aujourd'hui, quand j'inscris des enfants dans la Pnimia, je suis très claire avec les parents. Faut pas qu'ils rêvent et qu'ils pensent que l'enfant va pas être confronté à la cigarette ou aux joints, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante dans les écoles. Mais quand je dis monnaie courante, on n'aurait jamais cru ça aujourd'hui. Hein. Les joints, la clope, d'accord. Est-ce qu'il y a plus grave ? Est-ce qu'il y a des trafics ? Est-ce qu'il y a du chantage ? Là, on franchit tout doucement. C'est ce que je disais à Bernard quand on s'est parlé il y a 1 mois à peu près. Moi, dans l'école, il y a eu justement des gosses de 14 ans qui ont commencé à trafiquer, c'est-à-dire à revendre du shit. On est tombé dessus, on les a punis sévèrement, tout ce que tu veux. Mais c'est là où tu te rends compte que l'âge aussi, avant c'était peut-être un gosse de 16-17 ans, maintenant ça va être 13-14 ans, et c'est pour ça qu'il faut prendre le problème de plus en plus tôt. Est-ce qu'ils ils peuvent être embarqués dans des trafics, je sais pas, de vol, de recel? Tout à fait. D'abord, ils peuvent être embarqués parce que quand il y a des joyeux moutons dans la ville, il y a des prédateurs qui tournent. Alors, quels sont les prédateurs? Des fois, ça va être des call centers. À Netanya, par exemple, c'est une spécialité. Je ne vais pas me faire des amis ici, mais c'est pas grave. D'employer des enfants qui sont encore à l'école, 13-14 ans, parce qu'on
a Ça le père qui existe, en 13-14 ans oui, ça existe. Alors, on traficote les bulletins. moi, j'en ai eu un 15 On traficote les bulletins d'inscription. On écrit qu'il a 16 ans. Ah, c'est le gosse, il s'était gouré. Le gosse arrête d'aller à l'école. Il va gagner de l'argent au call center parce que ça gagne bien. C'est pas un cas, c'est pas 10 cas, c'est pas 100 cas. Il y en a plein. Sauf que personne n'en parle parce que, alors, le seul problème, c'est d'abord son avenir. Il est sérieusement hypothéqué. Mais le gosse se dit pas du tout. Je gagne plus que mon père. Je rentre du fric déjà. Oui, il arrive à l'école et il dit à ses copains, il vient de temps en temps une fois par mois, il dit à ses copains, regardez, j'ai plein de thunes, qu'est-ce que vous restez, vous êtes nuls, Oui, etc. mais souvent, il ne se rend pas compte que c'est à court terme. Et Bien le sûr, problème, c'est qu'il lâche l'école, bien sûr, il passe pas le bac, il n'a pas 12 années d'études. Avenir. En Israël, sans les 12 années d'études, oublie le bac, mais si tu n'as pas fait 12 années d'études, tu es confronté à un sacré mur. Parce qu'on ne te prend nulle part, sauf dans les usines. Ensuite, tu vas hypothéquer ta carrière à l'armée. Et puis ensuite, la possibilité d'arriver à un poste un jour, etc., est déjà bouchée, alors que le gosse a 15 ans. À 15 ans, vous avez déjà fini votre vie et vos rêves, vous pouvez déjà mettre un bémol. Donc, à un moment, il faut tirer la sonnette d'alarme, pas affoler tout le monde, mais dire, les gars, d'abord, il faut connaître la situation, il faut commencer à l'erzir milchama, à rendre les coups un peu, à se préparer, à faire de la prévention. Donc, c'est ce que vous proposez dans ce projet. On propose, et puis en plus, j'ai envie de dire qu'on s'adapte surtout, on est le pont entre la société israélienne et les Français. Parce que souvent, moi, je vois comment tu dis, le fossé entre la mentalité des structures d'enseignement israéliennes et les francophones. C'est-à-dire que moi, je suis entre les deux et je vois. Et en fait, ce qu'on veut faire avec Bernard, c'est justement pour pouvoir, si tu veux, prévenir de tout ça et être le pont entre les deux, parce que les parents n'y comprennent rien et les Israéliens n'y comprennent rien. Les Israéliens ne comprennent pas le français et le français ne comprend pas ce que lui veut le système éducatif israélien. Donc nous, on serait le pont entre les deux et justement la prévention pour pas en arriver à malheureusement ces cas extrêmes. Alors évidemment, ce ne sera pas dans un cadre scolaire, c'est pas le but, ça n'a rien à voir avec l'école ce que vous proposez. C'est pas dans un cadre scolaire, c'est même pas dans un cadre associatif et je vais vous dire pourquoi. C'est quelque chose que j'ai réfléchi longuement, mais je veux que les gens prennent aussi un peu leurs responsabilités. Quand vous avez un enfant qui a les dents un peu tordues devant, alors c'est une évidence pour vous qu'il faut aller lui payer un appareil, même s'il faut sortir 10, 15 000 shekels. Dès qu'on va parler par contre de prévention, de formation, pour essayer d'être un parent plus conscient des problématiques, et essayer de prévenir, alors là on va chercher des solutions, des fois, ah oui, mais il n'y a pas un truc gratuit, mais c'est gratuit, mais je ne viens pas. Donc ça veut dire que c'est un programme payant pour comprendre que oui, on paye. D'abord, oui. Parce qu'on prend nos responsabilités, on s'investit. Oui. Alors, bien sûr, on est conscient aussi du fait qu'un Français qui fait sa alia, etc., c'est pas facile pour lui. Ça va pas être des prix exorbitants, prohibitifs, etc. Mais d'un autre côté, oui, je veux les sentir s'investir, être présent. Je veux voir les papas. Les pères ne sont jamais dans les formations. Mais c'est quand même quelque chose de dingue. Le père, c'est un élément déterminant de la famille. Il faut qu'il soit là, il faut qu'il s'intéresse, il faut qu'il arrête de venir avec les mains dans les poches en disant « moi, je savais quoi faire, mais c'est ma femme, elle est gâte trop ». Arrête, descends de cette pause, que tu sais pas quoi faire, tu n'as pas les solutions, et viens en discuter avec nous, viens apprendre. Mais n'aie pas ce recul, parce que si la mère doit porter tout, eh ben, elle va, l'ICROS, elle aussi. On a vu malheureusement des cas assez graves ces dernières années dans la communauté francophone, de bonnes femmes qui s'écroulent, parce qu'elles ne peuvent plus tout porter. Alors, je veux voir des pères, je veux voir des parents, je veux voir des parents conscients et qui sont prêts à investir de l'argent, du temps, de la présence, de l'intérêt, pour faire passer aussi à leur enfant ce message, je m'intéresse à toi, mais à tous les niveaux. Et si on a réussi ça, on aura déjà réussi ce projet, à intéresser les gens à s'intéresser. Vraiment, venez apprendre. Moi, j'ai une expérience énorme, je vais leur apprendre des techniques, je vais leur faire des schémas, etc. Sarah va leur parler de problèmes pratiques sur le terrain, de quoi faire attention. Alors, c'est ça, parce que quand on vous écoute, on comprend qu'on va être, on va dire, sensibilisé aux problèmes, mais est-ce qu'il va y avoir des solutions ? Alors non seulement il va y avoir des solutions, mais moi j'ai une formule pour ça. Les gens demandent des outils toujours. Ça me fait toujours rire, ça me rappelle quand moi j'ai voulu prendre mes outils à la maison. Ça ne veut pas dire pour ça que tu es devenu un bon réparateur. Non, nous ce qu'on va faire avec Sarah, on va former les parents pour qu'ils deviennent eux les outils. Et c'est très différent. C'est-à-dire, je ne te donne pas des trucs que tu ne pourras pas utiliser. Vous vous souvenez des publicités où il y avait un type qui vous apprenait à laver une glace avec un petit... Et dès que vous l'achetez, vous l'amenez chez vous et ça ne marche pas. Vous n'avez rien à laver du tout. Non, moi, je vais vous permettre de devenir des outils vous-même. C'est-à-dire de vous adapter. Votre gosse il est différent du gosse du voisin. Ce n'est pas la même problématique. Ce n'est pas l'outil que je vais vous apprendre. Je vais vous apprendre à écouter le son de l'enfant, à repérer tout de suite quand il y a un problème. On a eu ces derniers temps des problèmes de rabbanim, de pédophilie, de trucs qui ont secoué la société israélienne. Mais comment je repère ?
comment je le sais avant, comment je vois dès les prémices, dès le début, ça s'apprend. C'est des choses qui s'apprennent, qui viennent de l'expérience du terrain, qui viennent aussi de la connaissance du monde pédagogique. Si tu apprends, tu es capable de prévenir. Et si tu préviens, tu réagis. Et si tu réagis, tu vas empêcher le problème de devenir plus grave. C'est ce qu'on va faire avec Sarah et on espère que... Je pense que ça va se sentir d'ailleurs. Moi, je vous invite à venir à la première conférence. Ça vous coûtera, je sais pas, 35 shekels. C'est quand la première conférence d'ailleurs, pendant venez qu'on en parle? écouter. Alors, on est en train de se poser parce que Sarah habite à Khadera. Aujourd'hui, il y a des Zooms et tout, mais on a besoin de travailler ensemble bien pour mettre aujourd'hui les dates. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'il y a encore le corona, il y a encore des problèmes pour se rassembler, en etc. tout cas, je crois que vous avez fait une page Facebook très renseignée. Ça s'appelle projet A.D.O. Et là-bas, vous mettrez toutes les infos. On va rentrer dans cette page-là, le projet ADO. Rentrer, il y aura toutes les infos, il y aura les modules de formation, il y aura les dates de formation. Et vous allez voir, ça va être une expérience que je pense va être extraordinaire. Il y a déjà des gens qui ont fait des formations avec moi. C'est pour tout le monde, on répète, préadolescents, adolescents, venez à parents. N'importe quel âge, vous êtes même grands-parents de petits-enfants. Alors les grands-parents, c'est bien que tu en parles, parce que les grands-parents pour moi ont parfois, un rôle déterminant. S'ils comprenaient le rôle qu'ils peuvent avoir dans l'éducation des enfants. Les parents veulent toujours non, c'est pas ma mère qui va éduquer pour moi, mais par contre on laisse les enfants chez les grands-parents souvent. Et quelles armes ils ont eux pour? Oui, les grands-parents viennent souvent d'ailleurs dans mes formations, ils s'y intéressent énormément, ils apprennent plein de choses. Et en particulier, quel est le rôle qu'ils peuvent jouer? Vous savez que je peux vous prendre 10 secondes? Mais bien sûr. Vous savez que les ados et les grands-parents, c'est les gens qui s'entendent le mieux au monde. Pourquoi? Parce que les premiers, les ados, ne sont pas encore sur scène, ils ne sont pas encore arrivés, ce n'est pas encore les vraies vedettes de la vie. Aujourd'hui, c'est les adultes qui sont sur la scène du monde et les autres sont descendus de scène. Et ces deux populations de frustrés, de ne pas être assez en avant et de ne plus être en avant, quand ils se rencontrent, ils ont plein de points communs et plein de choses à se raconter. Et surtout, c'est eux qui préparent le mieux l'enfant à monter sur scène et à être, parce qu'ils racontent énormément d'histoires. Et les histoires, c'est ceux qui te rendent ton identité. Et quand tu as récupéré ton identité, tu sais un peu qui tu es, d'où tu viens, etc., c'est beaucoup plus facile de t'exprimer. Ils sont souvent comme une soupape de cocotte minute aussi, les grands-parents. Tu sais, il y a de la pression. Puis quand ils sont avec leurs grands-parents, ça se relâche. Bien sûr, tu peux aller dire... Ma mère, j'en peux plus. Et là, tu dis, moi, j'en pouvais plus. Il y a vraiment un truc qui se passe. Il y a vraiment un truc qui se passe. Ils adorent leurs grands-parents. Bon, en tout cas, voilà, ça promet d'être très intéressant comme toujours. Et surtout, il y aura, c'est ce que vous promettez, des solutions, en tout cas, des directions à prendre. Parce que quand on est un peu paumé, quand on est dépassé par la situation, parce que ce que vous nous avez raconté, ce n'est pas simplement un petit décalage, un manque de repères, c'est beaucoup plus profond. Non, c'est des choses qui peuvent aller beaucoup plus loin et avant que ce soit catastrophique, parce que parfois ça engage aussi toute la famille, ça a des répercussions sur l'ensemble de la famille, eh bien il faut agir et c'est ce que vous proposez dans ce beau projet. Merci d'avoir été avec nous. Merci Cathy de nous avoir invités. Voilà. À très bientôt à tous. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.